La direction choisie était la bonne. Le modèle fonctionnait. Les gens étaient prêts à payer pour ce que nous proposions. Je me souviens de cette soirée. Nous étions tous les trois assis dans le bureau d'Antoine, nous regardions le contrat signé, et personne ne disait un mot, nous restions simplement silencieux, et nous sourions. 6 mois plus tard, nous avons conclu une deuxième affaire, 2 fois plus importante que la première. Après cela, Antoine m'a dit, « Maxime, tu travailles différemment aujourd'hui, par rapport à avant. » Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça se voit. Je n'ai pas cherché à lui expliquer. J'ai simplement hoché la tête. Les gens autour de moi remarquaient ce changement. Victor Racle sa gorge m'a appelé un jour, sans raison particulière, juste pour discuter. Et, à un moment donné, il m'a dit, « Tu as meilleure mine qu'il y a 10 ans. » Sérieusement. J'ai ri, mais je savais qu'il avait raison. Je me sentais vraiment mieux, physiquement, intérieurement, à tous les niveaux. J'avais recommencé à aller à la salle de sport, non par discipline, mais par pure envie. Je dormais mieux, et je commençais à remarquer des choses qui, avant, m'échappaient, le beau temps, une conversation intéressante, le goût du café le matin. Ces petites choses qui font la vie, quand on y est enfin vraiment présent. J'entendais parfois parler de Léa, par l'intermédiaire de connaissances communes, qui, de toute évidence, ne savaient pas s'il fallait m'en parler, mais qui le faisaient quand même. Le tableau se dessinait peu à peu. Arthur s'est avéré être un homme avec un passé pour le moins compliqué. Des dettes, des engagements non tenus envers d'autres personnes, et une réputation qui ne résistait pas à un examen approfondi. Ce qui, de loin, ressemblait à de l'assurance et à de l'aisance financière, s'est révélé, de près, être une belle vitrine sans aucune marchandise à l'intérieur. Leur relation, à elle et à Arthur, ne s'est pas passée comme Léa l'avait sans doute espéré. Je n'en connaissais pas les détails, et je ne cherchais pas à les connaître. Ce n'était plus mon histoire. Je ne m'en réjouissais pas. C'est un point important. Je ne dis pas cela pour faire beau. La complaisance malveillante exige que l'on prête attention à la vie des autres, or, ma propre vie était devenue bien trop intéressante, pour que je gaspille mon attention sur celle des autres. J'ai simplement accueilli ces nouvelles comme une information, et je suis passé à autre chose. Un soir, alors que je rentrais d'une réunion de négociation, mon téléphone a affiché un message de Léa. Je me suis arrêté en pleine rue, et j'ai lu ce court texte, « Pardonne-moi, je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. » J'ai rangé mon téléphone, et j'ai continué le chemin vers la maison à pied, exprès pour pouvoir réfléchir. Non pas à ce que j'allais répondre, mais à ce que je ressentais réellement. J'ai découvert que je ne ressentais presque rien. Ni douleur, ni colère, ni amertume, juste une compréhension calme et sereine. C'était un chapitre qui était clos. Il n'était ni arraché, ni raturé, il était simplement refermé, proprement et pour toujours. Le lendemain, j'ai répondu brièvement, « Tout va bien, vis ta vie tranquillement. » C'était la pure vérité, sans aucune ironie, sans aucune arrière-pensée. J'allais vraiment bien, et je lui souhaitais sincèrement une vie paisible. Ce n'était pas par grandeur d'âme, mais tout simplement parce que la rancune, à ce moment-là, s'était complètement épuisée, et n'avait rien laissé derrière elle, à part le silence. La rancune est un bien lourd fardeau pour un long voyage. Et la route qui s'ouvrait devant moi était longue, et je ne faisais que commencer à la parcourir. Exactement 1 an après cette fameuse soirée, j'ai signé le bail d'un nouveau bureau. Il était spacieux, lumineux, situé dans un très beau quartier de Paris, avec de grandes fenêtres qui donnaient directement sur un parc verdoyant. Le premier repas de célébration, la première heure s'est bien passée. Il y avait des toasts, des amuse-bouches, de grandes discussions. Victor a levé son verre en mon honneur, il a prononcé des mots justes et bienveillants, comme lui seul sait le faire. Je regardais les gens autour de cette table, et je me disais, voilà ma vie, et tout y est parfait. À 20h30, la porte du restaurant chic s'est ouverte. Un homme que je ne connaissais pas est entré. Il était grand, vêtu d'une veste de costume hors de prix. Il avançait avec assurance, sans aucune hésitation, comme un homme qui sait exactement où il va, et pourquoi il y va. J'ai suivi des yeux la façon dont il a traversé la salle, pour se diriger directement racle sa gorge vers notre table. Léa l'a vu, et elle s'est levée, calmement, sans aucune précipitation. Elle lui a pris la main, s'est tournée vers l'assemblée, et dans sa voix, il n'y avait ni tremblement, ni regret. « Je veux dire quelque chose », a-t-elle prononcé,
d'une voix forte et posée. Voici Arthur. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Je suis fatigué de faire semblant. Notre mariage est terminé depuis longtemps. C'est juste que Maxime ne le savait pas encore. Le silence est tombé sur la salle instantanément, comme si quelqu'un avait coupé le son. 30 personnes ont posé les yeux sur moi. Ma mère est restée figée, son verre de vin à la main. Victor s'est levé très lentement. Mes collègues ont détourné le regard. Arthur se tenait à côté de ma femme, et me regardait avec un sentiment de supériorité, léger, presque imperceptible, comme on regarde un homme qui est déjà hors course. Je suis resté assis, immobile, j'ai regardé Léa, et je n'ai pas prononcé un seul mot. Non pas parce que j'étais désemparé, non pas parce que je ne trouvais pas mes mots, mais parce que, à cette seconde précise, quelque chose s'est remis en place à l'intérieur de moi, doucement, sans aucune déchirure. Et j'ai compris une chose, tout ce qui allait suivre, j'allais le faire correctement. Le silence dans la salle a duré ce qui semblait être une éternité. En réalité, cela n'a duré que quelques secondes, mais c'est précisément durant ces quelques secondes que j'ai senti que quelque chose en moi avait basculé, de manière définitive et irrévocable. Rien ne s'était brisé, cela avait simplement basculé, comme un interrupteur que l'on passe d'une position à une autre. Il y avait l'avant, et il y avait l'après. Je regardais Léa, et je la voyais, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, de manière vraiment claire. Sans aucune illusion, sans ce voile chaleureux à travers lequel on regarde les personnes que l'on aime, ou que l'on a pris l'habitude d'aimer. Elle attendait une réaction de ma part. C'était évident. Tout son calcul reposait sur le fait que j'allais craquer, que j'allais crier, que j'allais frapper du poing sur la table, ou dire quelque chose que je regretterais plus tard. Arthur attendait aussi, il se tenait à ses côtés, avec la tranquillité de celui qui connaît déjà la fin de la scène. Ils voulaient tous les deux un scandale, une crise publique, bruyante, humiliante. Ils voulaient que cela se passe ici, maintenant, devant 30 témoins, pour que je paraisse faible, pour que mon 40e anniversaire se transforme en un événement dont tout le monde se souviendrait, non pas comme une fête, mais comme une humiliation honteuse. Je ne leur ai pas offert ce plaisir. Lentement, sans faire un seul geste de trop, j'ai pris ma serviette, j'ai essuyé mes lèvres, et j'ai posé le verre que je tenais à la main. J'ai regardé autour de moi, non pas avec confusion, mais avec calme, comme un homme qui rassemble simplement ses pensées, avant de dire quelque chose d'important. Victor était toujours debout. J'ai croisé son regard, et j'ai fait un léger mouvement de la tête. Il a compris, et il s'est rassis lentement sur sa chaise, sans me quitter des yeux. Je me suis levé, j'ai repris mon verre, avec assurance cette fois, et j'ai porté un toast, j'ai bu à mes 40 ans, à chaque année vécue honnêtement. Aux personnes réunies autour de cette table, à ceux qui étaient venus partager cette soirée, à ceux qui me connaissent depuis longtemps, et en qui j'ai confiance. J'ai bu à l'honnêteté, quelle qu'elle soit, quel que soit le moment où elle se présente, et sous quelque forme qu'elle apparaisse, car il vaut toujours mieux une vérité amère aujourd'hui, qu'un doux mensonge pendant 8 années de plus. Quelques personnes ont levé leur verre, avec une certaine perplexité. Certains l'ont fait machinalement, sans encore comprendre comment réagir. L'ami de ma mère essuyait une larme. Victor me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, un mélange étrange de douleur et de fierté. J'ai bu une gorgée, j'ai reposé mon verre, et je me suis rassis. Léa était toujours debout. Pour la première fois de la soirée, un sentiment de confusion a traversé son regard. Elle ne s'attendait pas à cela. Arthur a légèrement bougé, comme s'il ne savait plus quoi faire. La scène qu'ils avaient minutieusement préparée n'a pas eu la fin escomptée. Le rideau n'est pas tombé comme il l'avait prévu. Et ce silence, mon silence calme et inébranlable, s'est révélé bien plus effrayant que n'importe quel cri. Léa m'a dit quelque chose à mi-voix. Je n'ai pas cherché à écouter. Je me suis simplement tourné vers mon voisin de droite, et je lui ai demandé comment se passait son nouveau travail. La conversation autour de la table a commencé à reprendre, lentement, prudemment, comme après un tremblement de terre. Léa et Arthur sont restés plantés là encore quelques minutes, puis ils sont sortis. Personne ne les a retenus, personne ne les a accompagnés à la porte. La soirée a continué. Ce fut, sans doute, la décision la plus étrange, et la plus importante de cette nuit-là, celle de ne pas partir, celle de ne pas gâcher la fête définitivement. Ces gens étaient venus pour moi, ils avaient pris de leur temps, ils avaient traversé la ville,
et j'ai passé encore 2 heures avec eux. J'ai discuté, j'ai ri sincèrement, sans me forcer, et j'ai accepté leurs félicitations. Quand la soirée s'est terminée, et que les invités ont commencé à partir, plusieurs personnes m'ont serré dans leurs bras, en silence, très fort, sans prononcer un mot. C'était largement suffisant. Je suis rentré chez moi vers minuit. L'appartement était silencieux. Léa n'était pas rentrée, et j'en étais soulagé. J'ai enlevé ma veste de costume, je l'ai accrochée au dossier d'une chaise, j'ai retiré la montre de mon père, et je l'ai posée sur la table, juste à côté de mon téléphone. Je me suis servi un verre d'eau, je me suis assis près de la fenêtre, et j'ai commencé à réfléchir, calmement, avec méthode, sans aucune trace de colère. La première chose que j'ai faite le lendemain matin, c'est d'appeler un avocat. Pas une simple connaissance, ni un ami qui s'y connaîtrait un peu dans ce domaine, mais un avocat professionnel, spécialiste du droit de la famille, que l'on m'avait recommandé 1 an plus tôt pour une autre affaire. J'ai pris rendez-vous pour le jour même. La discussion avec l'avocat a rapidement mis les choses au clair. L'appartement avait été acheté avant le mariage, et il était à mon nom. Il restait donc ma propriété, sans la moindre contestation possible. Les biens acquis en commun se sont révélés bien moins importants que ce que l'on aurait pu penser. J'ai toujours géré mes finances de manière séparée, non par méfiance, mais par simple habitude de l'ordre, une rigueur que mon père m'avait inculquée. Les comptes bancaires, les investissements, les voitures, tout était structuré de manière parfaitement claire. Nous n'avions pas d'enfants. La procédure de divorce, selon l'avocat, pouvait se dérouler sans la moindre audience au tribunal, en cas de consentement mutuel. J'ai hoché la tête, et je lui ai demandé de préparer les documents. Léa est passée récupérer ses affaires 2 jours plus tard. J'ai ouvert la porte, je l'ai laissée entrer, je me suis assis dans un fauteuil avec un livre, et je ne l'ai pas dérangée. Elle a circulé dans les pièces, elle a rassemblé des affaires dans des sacs. À un moment, elle s'est arrêtée sur le seuil du salon, et elle m'a regardé, comme si elle attendait que je prenne la parole en premier. J'ai simplement tourné la page de mon livre. Elle est partie au bout de 40 minutes. La porte s'est refermée en douceur. Cette même nuit, j'ai appelé 2 personnes. Le premier était Antoine, mon partenaire de longue date, avec qui je discutais depuis longtemps d'un projet, sans jamais trouver le moment opportun. Le second était Hugo, une connaissance d'un autre secteur, qui m'avait proposé à plusieurs reprises de m'associer à une entreprise. J'avais toujours repoussé l'échéance, il me semblait que la famille exigeait du temps et de la présence. Il me semblait qu'il ne fallait pas prendre de responsabilités supplémentaires. Désormais, il n'y avait plus rien de superflu. Il ne me restait que du temps, et un esprit parfaitement clair. Tous les 2 m'ont répondu immédiatement. Tous les 2 ont dit qu'ils attendaient cet appel depuis longtemps. Je me suis couché à 3 heures du matin, et j'ai dormi d'un sommeil profond, sans aucun rêve. C'était la première fois depuis très longtemps. Les 6 mois qui ont suivi, j'ai vécu à un rythme que je n'aurais jamais imaginé pour moi-même. Ce n'était pas le rythme d'un homme qui traverse un divorce, ni le rythme de quelqu'un qui pense ses blessures et essaie de recoller les morceaux. C'était le rythme d'un homme qui a enfin retiré de ses épaules un fardeau, un poids qu'il portait depuis si longtemps, qu'il avait même cessé d'en remarquer la lourdeur. Lorsque ce poids a disparu, j'ai ressenti une légèreté, que je ne savais même pas nommer correctement au début. Puis, j'ai compris, c'était la liberté. La liberté pure et simple. Celle de vivre comme on l'entend, sans regarder en arrière, sans s'adapter constamment, sans gaspiller son énergie à préserver quelque chose qui n'existait plus depuis bien longtemps. Je travaillais énormément, mais ce n'était ni par désespoir, ni par esprit de vengeance envers qui que ce soit. Je le faisais avec lucidité. C'est une distinction très importante, que je n'ai pas comprise tout de suite, mais que j'ai fini par saisir parfaitement. La colère est un très mauvais carburant. Elle brûle d'une flamme vive, mais rapide et sale, elle laisse de la suie à l'intérieur. La lucidité, c'est tout autre chose. Elle brûle de manière constante, durable, et sans aucun résidu. Quand le mensonge quitte votre vie, même celui que vous vous racontiez à vous-même, un immense espace intérieur se libère. J'ai arrêté de gaspiller mon énergie dans une angoisse dont je n'avais même pas conscience. J'ai arrêté de me réveiller avec ce vague pressentiment que quelque chose n'allait pas, sans savoir quoi. Tout était devenu limpide. Et cette clarté, curieusement, ne fut pas douloureuse, elle fut purificatrice.
Le projet avec Antoine a démarré une semaine seulement après cet appel téléphonique. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot parisien, nous avons étalé nos documents, nous avons discuté de tout, du début à la fin, pendant 3 heures sans interruption. L'idée n'était pas nouvelle, mais elle était mûrement réfléchie. Nous comprenions tous les deux le marché, nous voyions tous les deux le créneau, et nous étions tous les deux prêts à investir, non seulement de l'argent, mais surtout du temps. C'est justement cela qui me freinait auparavant. Le temps semblait toujours manquer. Désormais, je découvrais avec surprise que mes soirées étaient libres, que mes week-ends m'appartenaient, et que je pouvais travailler autant que je le jugeais nécessaire, sans me soucier de la façon dont cela serait perçu à la maison. Le premier mois a été très chargé. Des réunions de négociation, des contrats, la recherche de prestataires. Je me couchais tard, et je me levais tôt, mais la fatigue était différente. C'était cette bonne fatigue, celle après laquelle on dort profondément, et on se réveille avec l'envie de continuer. Hugo nous a rejoints un peu plus tard, il a apporté avec lui les bons contacts, il a résolu plusieurs problèmes que nous ne pouvions pas régler seuls avec Antoine. L'équipe s'est formée rapidement, et sans aucune friction, comme si tout cela n'attendait que le bon moment pour démarrer. Au bout de 4 mois, nous avons conclu notre premier gros contrat. Pas un contrat gigantesque, mais un contrat significatif, celui qui est venu confirmer nos choix, la direction choisie était la bonne. Le modèle fonctionnait. Les gens étaient prêts à payer pour ce que nous proposions. Je me souviens de cette soirée, nous étions tous les 3 assis dans le bureau d'Antoine, nous regardions le contrat signé, et personne ne disait un mot, nous restions simplement silencieux, et nous sourions. 6 mois plus tard, nous avons conclu une deuxième affaire, 2 fois plus importante que la première. Après cela, Antoine m'a dit, « Maxime, tu travailles différemment aujourd'hui, par rapport à avant. » Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça se voit. Je n'ai pas cherché à lui expliquer, j'ai simplement hoché la tête. Les gens autour de moi remarquaient ce changement. Victor m'a appelé un jour, sans raison particulière, juste pour discuter, et, à un moment donné, il m'a dit, « Tu as meilleure mine qu'il y a 10 ans. » Sérieusement. J'ai ri, mais je savais qu'il avait raison. Je me sentais vraiment mieux, physiquement, intérieurement, à tous les niveaux. J'avais recommencé à aller à la salle de sport, non par discipline, mais par pure envie. Je dormais mieux, et je commençais à remarquer des choses qui, avant, m'échappaient, le beau temps, une conversation intéressante, le goût du café le matin. Ces petites choses qui font la vie, quand on y est enfin vraiment présent. J'entendais parfois parler de Léa, par l'intermédiaire de connaissances communes, qui, de toute évidence, ne savaient pas s'il fallait m'en parler, mais qui le faisaient quand même. Le tableau se dessinait peu à peu. Arthur s'est avéré être un homme avec un passé pour le moins compliqué. Des dettes, des engagements non tenus envers d'autres personnes, et une réputation qui ne résistait pas à un examen approfondi. Ce qui, de loin, ressemblait à de l'assurance et à de l'aisance financière, s'est révélé, de près, être une belle vitrine sans aucune marchandise à l'intérieur. Leur relation, à elle et à Arthur, ne s'est pas passée comme Léa l'avait sans doute espéré. Je n'en connaissais pas les détails, et je ne cherchais pas à les connaître. Ce n'était plus mon histoire. Je ne m'en réjouissais pas. C'est un point important. Je ne dis pas cela pour faire beau. La complaisance malveillante exige que l'on prête attention à la vie des autres, or, ma propre vie était devenue bien trop intéressante, pour que je gaspille mon attention sur celle des autres. J'ai simplement accueilli ces nouvelles comme une information, et je suis passé à autre chose. Un soir, alors que je rentrais d'une réunion de négociation, mon téléphone a affiché un message de Léa. Je me suis arrêté en pleine rue, et j'ai lu ce court texte, « Pardonne-moi. Je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. » J'ai rangé mon téléphone, et j'ai continué le chemin vers la maison à pied, exprès pour pouvoir réfléchir. Non pas à ce que j'allais répondre, mais à ce que je ressentais réellement. J'ai découvert que je ne ressentais presque rien. Ni douleur, ni colère, ni amertume, juste une compréhension calme et sereine. C'était un chapitre qui était clos. Il n'était ni arraché, ni raturé, il était simplement refermé, proprement et pour toujours. Le lendemain, j'ai répondu brièvement, « Tout va bien, vis ta vie tranquillement. » C'était la pure vérité, sans aucune ironie, sans aucune arrière-pensée. J'allais vraiment bien, et je lui souhaitais sincèrement une vie paisible. Ce n'était pas par grandeur d'âme, mais tout simplement parce que la rancune, à ce moment-là, s'était complètement épuisée,
et n'avait rien laissé derrière elle, à part le silence. La rancune est un bien lourd fardeau pour un long voyage. Et la route qui s'ouvrait devant moi était longue, et je ne faisais que commencer à la parcourir. Exactement un an après cette fameuse soirée, j'ai signé le bail d'un nouveau bureau. Il était spacieux, lumineux, situé dans un très beau quartier, avec de grandes fenêtres qui donnaient directement sur un parc, et une salle de réunion où l'on pouvait, sans aucune gêne, inviter des personnes importantes. Ce n'était pas pour faire impression, mais simplement parce que notre entreprise avait atteint un niveau tel, que l'ancien local ne pouvait plus contenir toute notre activité. Ce n'était pas un geste symbolique, ni une démonstration de force. C'était une simple nécessité pratique. Mais à l'intérieur, quelque part au fond de moi, je le savais, ce bureau, c'était le bilan de cette année écoulée, la preuve vivante de ce qui s'était passé, et de la façon dont j'avais surmonté l'épreuve. Pour la pendaison de crémaillère, j'ai invité des gens, presque tous ceux qui étaient présents à mon anniversaire, un an auparavant. Victor et sa femme, ma mère, mes collègues, Antoine et Hugo. Ces mêmes personnes qui étaient assises autour de la table du restaurant, et qui avaient tout vu de leurs propres yeux. Je n'y avais pas pensé consciemment, lorsque j'ai dressé la liste des invités. J'ai simplement noté les noms de ceux que je voulais avoir à mes côtés. Et ce n'est qu'après, en regardant tous ces gens réunis dans mon nouveau bureau, que j'ai compris que la boucle était bouclée. Les mêmes visages, mais dans un contexte totalement différent. Autrefois, c'était la confusion et la cruauté d'autrui. Aujourd'hui, c'était la chaleur humaine, les rires, et une véritable occasion de faire la fête. Le buffet a été dressé directement dans la grande salle. Sans la pompe d'un grand restaurant, juste de la bonne nourriture, du bon vin français, et des conversations animées. L'atmosphère a été légère dès la première minute. Cette légèreté si particulière, qui ne survient que lorsque les gens n'ont pas besoin de feindre quoi que ce soit, ni la joie, ni le calme, ni la confiance. Tout y était authentique. Victor a levé son verre environ 1 heure après le début de la soirée, il s'est levé, il s'est éclairci la voix, comme il le faisait toujours avant de dire quelque chose d'important, et il a porté un toast. Court, mais très précis, comme à son habitude. À ceux qui savent garder le silence au bon moment. À ceux qui ne gaspillent pas leur énergie à crier, là où il faut agir. À ceux qui ont compris que la vraie réponse, ce ne sont pas les mots prononcés sous le coup de l'émotion, mais c'est la vie que l'on parvient à construire malgré tout. Tout le monde a ri. Moi aussi, sincèrement, du fond du cœur, car on ne pouvait pas dire les choses de manière plus juste. Parce que c'est exactement ainsi que tout s'était passé. C'est précisément le silence de cette nuit-là, qui s'est avéré être ma décision la plus puissante. Même si, sur le moment, je ne le considérais pas comme une décision. C'était juste un état intérieur. La lucidité à la place de la panique, la maîtrise de soi à la place de l'effondrement. Je n'ai pas répondu à l'humiliation par des cris, je n'ai pas cherché à régler mes comptes devant 30 témoins, je n'ai lancé aucune accusation, je n'ai exigé aucune explication, et je n'ai pas fait une scène que l'on se serait racontée pendant des années. J'ai gardé le silence, et ce silence m'a offert la chose la plus précieuse que l'on puisse obtenir au moment de l'impact, du temps. Le temps de faire les choses correctement. De manière irréprochable sur le plan juridique, de manière intelligente sur le plan financier, et de manière digne sur le plan psychologique. Sans faire aucune erreur, que j'aurais pu regretter par la suite. J'y ai repensé plus d'une fois au cours de l'année écoulée. J'ai pensé à la facilité avec laquelle j'aurais pu m'effondrer à cette seconde précise. Me lever, hurler, dire à Arthur quelque chose qui m'aurait semblé juste sur le moment, mais qui se serait finalement retourné contre moi. Gâcher la soirée de façon définitive, et donner à Léa exactement ce qu'elle cherchait de toute évidence, une explosion émotionnelle, un scandale, l'image pitoyable d'un homme impuissant, ayant totalement perdu le contrôle. Qu'il aurait été facile de devenir cet homme-là, et qu'il est important que je ne le sois pas devenu. La vengeance, ce n'est pas toujours quelque chose de bruyant. Il ne s'agit pas toujours de faire du mal à celui qui vous en a fait. Parfois, la plus belle des vengeances, c'est simplement votre propre vie, reconstruite à neuf, solidement, sans précipitation, et sans vous soucier de ceux qui vous ont rayé de la carte de façon prématurée. Un nouveau bureau avec vue sur le parc, voilà une belle vengeance. Un sommeil profond et sans angoisse, c'est une vengeance. Un matin où l'on se réveille en sachant où l'on va et pourquoi on y va, c'est aussi une vengeance. Une vengeance qui n'est ni mauvaise, ni amère, mais juste authentique.
Léa voulait m'humilier en public. Le jour de mes 40 ans, devant des personnes qui me connaissent et qui me respectent. Elle avait choisi ce moment par pur calcul, pour que le coup soit maximal, pour que je n'ai pas le temps de me préparer, et pour que mon désarroi soit visible aux yeux de tous. C'était un plan cruel, parfaitement orchestré, et exécuté avec un grand sang-froid. Mais elle avait oublié un détail. Elle ne savait pas que c'est précisément dans ce genre de moment, dans les instants les plus critiques, les plus douloureux, que certaines personnes ne s'effondrent pas, mais se ressaisissent. Qu'elles ne crient pas, mais qu'elles réfléchissent. Qu'elles ne se perdent pas, mais qu'elles se retrouvent. Il s'est avéré que j'étais exactement ce genre d'homme. Je l'ignorais moi-même avant cette nuit-là, mais cette fameuse nuit me l'a prouvé. Elle voulait que le jour de mon 40e anniversaire devienne le pire souvenir de mon existence. Au lieu de cela, c'est devenu un point de départ, le moment exact après lequel tout a changé. Non pas en mal, mais en bien. De manière brutale, douloureuse, certes, mais pour le meilleur. Ce soir-là, je n'ai pas obtenu ce que j'avais prévu. Je n'ai pas eu droit à une petite fête tranquille avec mes proches, ni à l'occasion d'offrir un bouquet de fleurs à ma femme. J'ai obtenu quelque chose de bien plus grand. La liberté d'être moi-même, pleinement, sans aucun compromis, sans avoir besoin de m'adapter aux mensonges de quelqu'un d'autre. Et j'en ai profité jusqu'à la dernière goutte. Je me tenais près de la fenêtre de mon nouveau bureau, tandis que les invités discutaient autour du buffet. Je regardais le parc. Les arbres commençaient déjà à verdir, et les premières feuilles se déployaient sur les branches. Je tenais mon verre à la main, et je pensais au fait qu'1 an plus tôt, je me tenais devant une autre fenêtre, dans un appartement silencieux et vide. C'était la nuit, après la soirée la plus étrange de ma vie, et je réfléchissais aussi. Seulement, à cette époque, je ne savais pas encore ce qui allait se passer ensuite. À présent, je le savais, et ce savoir était un sentiment apaisant, chaleureux, et totalement dénué d'amertume. Victor s'est approché, il s'est tenu à mes côtés, il est resté silencieux un moment, puis il m'a dit doucement, sans aucune emphase. Ton père serait fier. J'ai regardé la montre à mon poignet. La vieille montre de mon père, que ma mère m'avait donnée 1 an plus tôt, autour d'une tasse de thé. Je ne l'avais jamais enlevée depuis. Je sais, ai-je répondu. Et nous nous sommes tus tous les deux. D'un bon silence, de ce qu'il n'est pas nécessaire de combler avec des mots. Dehors, le parc se parait de vert. Derrière moi, résonnaient les rires des personnes en qui j'avais confiance. J'avais beaucoup de travail devant moi, et j'en étais ravi. La vie continuait. Ma vie. La vraie. Il n'a pas crié, il ne s'est pas vengé avec des mots, il a simplement construit une vie à laquelle il ne s'attendait pas. Écrivez dans les commentaires, croyez-vous que le silence puisse être plus fort que n'importe quel mot? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification. De nouvelles histoires sortent chaque semaine. Les amis, et vous, comment auriez-vous agi à la place de Maxime? Auriez-vous été capable de garder le silence à ce moment précis, alors que tout crie à l'intérieur de vous, ou n'auriez-vous pas pu vous retenir, et auriez-vous répondu directement à table? Partagez votre opinion dans les commentaires. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Chacun de nous réagit à sa manière, mais racle sa gorge, ce sont précisément vos réflexions qui rendent ces histoires vivantes. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est que cette histoire ne vous a pas laissé indifférent. Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines publications. De nouvelles histoires sortent chaque semaine, des histoires de trahison, de dignité, et de personnes qui ont trouvé en elles la force de tout recommencer à zéro. La morale de cette histoire. Ce récit ne parle pas de vengeance, au sens habituel du terme. Il nous montre que la véritable force d'un être humain ne se révèle pas au moment où il hurle, mais bien au moment où il se tait. Non pas lorsqu'il détruit, mais lorsqu'il se reconstruit. Maxime a été trahi de manière cruelle, et en public. On l'a humilié au moment le plus solennel, devant des gens qui le respectaient, lors d'une journée qui aurait dû être une grande fête. N'importe qui, à sa place, aurait eu le droit absolu de craquer. Mais il a choisi une autre voie, la maîtrise de soi, la lucidité, et l'action plutôt que les mots. Et c'est précisément cette décision qui a tout changé. La morale est toute simple, on ne peut pas briser un homme sans son propre consentement. La trahison fait mal, c'est un fait, mais elle ne détermine en rien votre destin.
Vous seul déterminez ce que deviendra le coup que vous avez reçu, une fin ou un commencement, une défaite cuisante ou un nouveau point de départ. Léa pensait qu'elle détruisait sa vie. En réalité, elle l'a libérée du mensonge, de la dissimulation, et d'une relation qui s'était transformée depuis bien longtemps en une coquille vide. Parfois, la trahison la plus cruelle s'avère être le cadeau le plus sincère. C'est juste que nous ne le comprenons pas immédiatement. Taisez-vous, quand vous avez envie de crier. Agissez, quand vous avez envie de vous plaindre. Bâtissez, quand vous avez envie de tout détruire. Et un jour, vous regarderez en arrière, et vous verrez que ce qui vous semblait être la fin, n'était en réalité que le commencement du plus beau chapitre de votre vie.